proposions une troisième voie avec le président de l'État d'Israël, avec des différents groupes en Israël, en disant, écoutez, nous voulons nous asseoir et nous voulons discuter. Nous refusons ces gens qui disent Bibi en aucun cas, et les gens qui disent Bibi, quoi qu'il en soit. Eh ben, il y a une troisième position de réfléchir avec Bibi, sans Bibi, c'est pas notre sujet. Nous voulons protéger notre pays. Cette majorité silencieuse qu'on essaye de faire entendre. Et notre ami Dov Maimon est déjà en ligne. Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être une semaine qui risque d'être agitée. Oui, agitée, elle est comme les précédentes d'ailleurs, mais peut-être un petit peu plus aussi parce qu'on l'a vu, et je le disais dans ce premier journal d'information, il y a eu des déclarations intempestives de certains Israéliens, pas des noms des moindres, hein, des gens qui se sont distingués par leur service militaire, comme Zeev Raz ou comme David Rodak, qui ont été des héros de l'armée israélienne et qui prennent position de manière très virulente contre la réforme en lançant, on va dire, d'une manière ou d'une autre, des menaces d'utiliser des armes à feu contre ceux qui voudraient promouvoir cette réforme, des propos incendiaires. Et justement, nous voulions avoir un peu votre avis sur cette réforme judiciaire. D'abord, premièrement, votre avis en tant qu'expert dans la réalité israélienne, parce que c'est vrai qu'on a parfois le sentiment de se retrouver dans une période extrêmement trouble qui n'est pas loin de ressembler à la tension qui existait au moment de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Vous avez le sentiment qu'on est véritablement à deux doigts, comme le disent certains, d'une guerre civile ou dans un contexte où quelqu'un pourrait prendre une arme et tirer en direction du Premier ministre Netanyahou, d'un ministre? Voilà. Comme d'habitude, d'abord, on va replacer un peu les choses. C'est le rôle qu'on essaye de faire au JPPA. On s'occupe, nous, de l'avenir du peuple juif. Et dans une perspective de l'avenir du peuple juif, on peut vous dire que le peuple juif ne s'est jamais aussi bien porté. Le peuple juif n'a eu autant de puissance économique, politique, intellectuelle, militaire, etc. C'est pas même, quel que soit le gouvernement israélien, on va pas casser une machine en 2 ans, 3 ans. Il faut quand même qu'on soit un peu calme dans tout ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait une étude juste maintenant. On fait une étude, en fait, on a créé tout un mécanisme qui se pense en Israël et maintenant aux États-Unis, où on arrive à consulter presque online des milliers de jeunes juifs à travers le monde et des populations qui représentent toutes les différentes factions, les différentes parties de la population juive israélienne, notamment. Et donc on arrive à des chiffres qui sont incroyables. On voit que 60% des Israéliens craignent que ça se développe dans de la violence et que 35% des Israéliens craignent même une sorte de guerre civile en Israël. Alors évidemment, le but du JPPI, et la fonction qui va sortir cette semaine dans la presse et dans les panneaux à peu près partout, dans la presse, dans la télévision et dans la presse, ça va être de dire, écoutez, nous sommes pour la concertation, pas pour la confrontation. Ça veut dire qu'il faut arriver au dialogue. Évidemment, nous voulons calmer le jeu. Nous pensons qu'il est fondamental. La cohésion sociale est l'élément essentiel, que ce soit même en Israël, et que ce soit entre les Juifs d'Israël et la diaspora. La diaspora est une force extraordinaire. Et il faut surtout pas perdre cette force-là, ce qui fait qu'il y a des pays comme la Chine ou la Turquie qui ont aussi des diasporas. Mais l'État d'Israël a une diaspora qui est extrêmement forte, qui a des ports d'influence intellectuelle, politique, économique, etc. Il sert surtout pas, il faut maintenir cette ressource fondamentale. Et pour ça, il faut ne pas faire atteinte à ce genre de... Donc il faut veiller à la cohésion, ça veut dire qu'il faut faire une concertation, il faut que... Et notamment ce que propose Bougie Herzog, le président de l'État, qui dit la réforme est nécessaire, la réforme doit être faite, mais il faut falloir qu'on la fasse dans la concertation et pas dans la confrontation et pas dans la domination. Mais vous n'êtes pas naïf, Dov. Vous le voyez bien pour l'instant. On a le sentiment que les deux camps se retranchent sur leur position. On ne voit pas véritablement une volonté ni de compromis, ni même de dialogue entre les deux camps, que ce soit du côté du gouvernement ou alors du côté des opposants. Exactement. Ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, et c'est quelque chose qui est malheureux depuis plusieurs années, c'est un genre de groupe qu'on apprend en hébreu machanaout, ça veut dire que les gens sont dans leur camp, et quand ils sont dans leur camp, ils prennent toutes les positions de leur camp, même si elles sont pas d'accord. Donc on a une forme de confrontation qui est malheureuse et qu'il faut absolument éviter. Pour faire ça, il faut simplement privilégier le dialogue, privilégier la possibilité de dialoguer, d'écouter les voix, un peu comme en France, on a fait le cahier de doléances. Il faut simplement appeler les gens à dire ce qu'ils en pensent, arrêter de faire de la violence verbale et de la violence politique en disant aux gens, en donnant des slogans qui ne veulent rien dire. Rentrons dans les choses, verrons que les gens
60% des Israéliens sont pour faire ce genre de réforme qu'on doit faire, mais pas de la forme dans laquelle elle est faite aujourd'hui. Donc il s'agit maintenant de la faire d'une manière intelligente, ni dans la rapidité, dans l'urgence. On doit faire cette réforme. Elle doit y avoir une refonte du système judiciaire, mais on doit protéger les droits des individus et le droit de la capacité du système judiciaire d'être un contre-pouvoir. Vous parliez du judaïsme de diaspora qui essaye de mieux comprendre ce qui se passe. Justement, d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que les juifs de diaspora, quels qu'ils soient, eh bien, comprennent ce qui est les enjeux de ce débat autour de la réforme de Yariv Levin? Vous avez tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Daniel. Oui, les juifs de diaspora ne comprennent pas du tout. Pour eux, ils croient que certains, on voit des articles de Tom Friedman dans le New York Times. Je parle surtout aux États-Unis, en Europe, évidemment, les juifs ne sont pas là, à part les Anglais, sont pas trop là en train de se dire qu'est-ce que fait l'État d'Israël. On fait confiance à l'État d'Israël. On sait que nous sommes dans une relation asymétrique et nous devons d'abord accepter ce que fait l'Israël. Nous devons nous adapter à ce que va faire l'État d'Israël. Et il ne s'agit pas pour nous d'aller rentrer dans l'intérieur des mécanismes internes israéliens. Mais aux États-Unis, beaucoup de Juifs risquent à avoir une distanciation avec les Juifs qui, eux, ont l'habitude d'un modèle libéral tel qu'on l'entend. Et comme ils ne comprennent pas et qui travaillent avec des slogans, alors évidemment, malheureusement, ils ont l'impression que c'est quelque chose. L'État d'Israël, on a entendu la phrase du président Macron, l'État d'Israël serait peut-être une menace pour la démocratie. Non, on n'en est pas du tout là. Mais il s'agit maintenant. C'est vrai qu'il y a un camp, il y a un combat pour les Juifs de diaspora aujourd'hui. Il va falloir faire un grand travail d'éducation, un grand travail d'explication. Mais on n'en est pas encore là, puisque le jeu se joue d'abord et avant tout en Israël. Et il faut aller vers la concertation, il faut aller vers le dialogue, il faut aller vers peut-être ce qu'a proposé Bougie Herzog, qui serait la personne peut-être acceptée par tout le monde pour essayer de rassembler les différentes voix. On a mis en place au JPPI un système avec toute une équipe de grands spécialistes du judiciaire qui font un véritable marathon depuis plusieurs semaines pour essayer de proposer comment cette crise pourrait être une opportunité pour le peuple juif, pour l'État d'Israël, de pouvoir faire passer peut-être des choses qui étaient nécessaires, qu'on attendait de faire depuis des dizaines d'années. Donc ça peut être aussi je salue peut-être une opportunité pour le peuple juif, au contraire, qui va sortir que du bien de cette confrontation qui malheureusement est trop violente. Toujours à propos du judaïsme de diaspora, on fait souvent la comparaison ces dernières semaines autour de cette réforme entre le système judiciaire israélien, le système judiciaire en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres démocraties, avec ceux qui concordent avec la réforme et ceux qui la diffèrent. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il y a une place pour que des juristes juifs importants, je pense par exemple au professeur Erwin Kotler qui a été ministre de la Justice au Canada, ou d'autres juristes éminents américains, puissent eux-mêmes participer, apporter leur contribution en disant oui, voilà, il est possible de faire telle réforme en Israël, mais peut-être qu'en rajoutant tel ou tel système comme une constitution, une deuxième chambre ou d'autres garde-fous. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Erwin Kotler est un des rares cas de juifs de diaspora qui a un pied ici, un pied là-bas, et qui est actuellement en Israël et qui comprend tout ça. Il était ministre de la Justice, il est aussi l'envoyé pour les droits de l'homme et sur l'antisémitisme du Canada, et il fait partie du board du JPPI avec Stu Eisenstadt aussi, qui connaît bien le droit international et qui connaît bien ce système constitutionnel. Oui, nous avons dans nos équipes dont je vous ai parlé à l'instant des gens qui sont aussi des juifs de diaspora qui peuvent donner le conseil de qu'est-ce qu'on pourrait peut-être apprendre, peut-être de d'autres modèles, et peut-être qu'on pourrait essayer en Israël de veiller en tout cas à ce qu'il y ait un contre-pouvoir qui ne soit pas. On va reprendre les choses fondamentales. Les élections qui ont eu lieu, ces dernières élections, ont été marquées par le fait qu'il y a eu une sorte de perte de contrôle de l'État en mai 2021, comme chacun sait. Et à ce moment-là, les Israéliens ont dit on en a marre, on préfère perdre un peu de notre liberté individuelle pour que l'État soit plus capable d'agir pour arrêter ce qui peut arriver qu'un manque de contrôle sur les Bédouins dans le sud ou dans d'autres régions, les Arabes dans certains endroits qui font des choses qui ne sont pas acceptables pour l'État d'Israël, qui mettent en danger l'État d'Israël. Donc les Israéliens dans leur majorité ont dit nous ne voulons plus
nous voulons plus que ce soit un diktat de la Cour suprême. Dans ce cadre-là, donc on a tout à coup, les gens se disent, entre la démocratie et la judaïté ou l'identité nationale, la capacité d'agir du gouvernement, nous préférons avoir une gouvernementabilité, une gouvernabilité. Donc, et c'est ça qui doit être gardé. Donc, on doit garder des choses. Si on passe du système, vous savez, comme un peu dans la médiation, dans le guichour, dans la médiation, on passe des principes aux besoins. Et là, si on parle des besoins, quels sont les besoins des uns et quels sont les besoins des autres? Alors on dit oui, le gouvernement doit être capable de gouverner. Oui, les droits individuels doivent être préservés. Oui, et à partir de là, on va commencer à se rapprocher parce qu'on est tous d'accord sur ces deux principes. Et à partir de là, il y a une place pour quelque chose qui soit beaucoup plus dans la concertation. Et c'est ce qui va se faire. Je suis encore très confiant pour que les choses vont se faire et on va pas arriver vers la violence. Nous ne pouvons pas nous permettre, le peuple juif ne peut pas se permettre d'arriver à une violence. Ce serait mettre en danger. Après 75 ans, c'est pas le moment maintenant de revenir à la guerre des Gaules. Vous connaissez bien entendu le fameux principe qui dit que toute marloquette, toute polémique qui est l'Echem Shamaïm, eh bien, elle a une chance d'être résolue, mais celle qui n'est pas l'Echem Shamaïm, elle a peu de chances d'être résolue. Vous avez le sentiment que c'est véritablement un débat désintéressé, un débat d'idées au plus profond, ou alors par exemple derrière les manifestants contre la réforme et leur positionnement extrêmement radical qui vise à parler d'Israël comme d'une dictature ou à envisager de quitter le pays ou même à envisager de retirer des investissements, eh bien il y a peut-être la volonté de détrôner Binyamin Netanyahou d'une autre manière? Je ne suis pas dupe, Daniel, vous avez bien entendu raison. Dans les manifestations qu'on a vues et qu'on voit autour de nous, il s'agit de gens qui sont contre Monsieur Binyamin Netanyahou et qui sont heurtés par ce que fait notre Premier ministre. Et vous avez raison, mais nous ne nous positionnons pas là-bas. Nous nous positionnons en tant que élite qui cherche à raccrocher les morceaux, à raccrocher les pièces ensemble et dire ouvrons le débat, ne refusons. Donc nous proposons une troisième voie. Avec le président de l'État d'Israël, avec des différents groupes en Israël, en disant écoutez, nous voulons nous asseoir et nous voulons discuter. Nous refusons ces gens qui disent Bibi en aucun cas et les gens qui disent Bibi quoi qu'il en soit. Eh ben il y a une troisième position de réfléchir. Avec Bibi, sans Bibi, c'est pas notre sujet. Nous voulons protéger notre pays et c'est cette majorité silencieuse qu'on essaye de faire entendre et à laquelle on essaye de donner de la place. Eh bien, Dov Maimon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions et de nous avoir donné un peu l'avis de votre institut, le JPPI, sur cette réforme judiciaire de Yariv Levin qui suscite tant de polémiques en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci.